Bonjour Jean-Pierre Aubert et Jean-Éric Aubert, vous n'êtes pas de la même famille. Dans cette émission, nous allons éclairer le devenir de la France dans un contexte international. La France a été un des pays les plus puissants de la planète. Le français était le langage diplomatique pendant plusieurs centaines d'années. Aujourd'hui, c'est devenu l'anglais. Et la position de la France n'a cessé de diminuer si on la rapporte à l'économie mondiale ces 4 derniers siècles. Donc on peut se poser la question de, au fond, quelle est la place de la France aujourd'hui dans le monde, quel est son potentiel, quels sont les atouts qu'elle a et comment elle peut se positionner. Pour cela, je vous ai réunis tous les deux parce que, bien que portant le même nom, en fait, vous travaillez sur des sujets complètement différents. Jean-Éric a une expérience de 30 ans à l'international pour la Banque mondiale. Et vous, Jean-Pierre, au contraire, vous avez travaillé essentiellement en France sur les grandes restructurations, sur la transformation de ce pays. Vous venez de rendre auprès du Premier ministre un rapport tout à fait remarquable sur la dynamique d'innovation et comment la développer. Alors, peut-être un premier élément, est-ce que vous pouvez nous dire quelques éléments concrets de votre vécu de ces 20 dernières années sur la transformation française et la position de la France, comment vous la voyez ? Sans parler immédiatement de la position de la France dans le monde, on va y revenir dans un instant, je voudrais dire que mon positionnement dans mes différentes responsabilités m'ont amené à suivre de très près les transformations de la France, notamment sur le plan industriel, pendant ces 30 dernières années. On va dire depuis le début des années 70 ou la fin même des années 60. Et donc de voir que la France avait quand même développé une grande capacité de transformation. Il ne faut surtout pas lui dénier cette réalité. Simplement, j'ai constaté à travers les différentes périodes combien, d'une certaine mesure, la France se situait toujours avec un certain décalage. C'est-à-dire qu'elle se situait toujours à voir les crises venir, mais un peu trop tard en tant que telle. Et donc, de développer une certaine vision dramatique de l'avenir. Et c'est pour ça que j'ai mis l'accent sur le fait, au fur et à mesure de mes réflexions, sur le fait qu'il fallait développer plus l'anticipation face au changement. Oui. C'est une faculté de se projeter, non pas dans le catastrophisme ou le déclinisme comme certains, mais au contraire dans cette faculté de résurgence, si je puis dire, que la France a. Donc, mon effort a été d'essayer de voir pourquoi la France avait cette tendance à attendre les crises pour pouvoir s'apercevoir des nécessités de se transformer, et d'autre part, en quoi elle devait développer des capacités pour pouvoir envisager autrement l'industrie. Je pense qu'une bonne partie de mon diagnostic, de nos difficultés, tiennent à ce défi de se mettre en situation d'apprécier les opportunités qu'offre le changement, et notamment de développer les capacités d'innovation qui se situent forcément dans cette faculté d'anticipation des événements. On fait un peu trop tard. Alors, ça s'explique par différents aspects que j'ai mis en avant, notamment, à mon avis, la place, et là on reviendra peut-être sur les thèses de Jean-Éric Aubert, mais sur une dimension un peu culturelle à la France, qui se porte au moins sur 2 aspects. Le rôle de l'État extrêmement centralisé, donc qui développe une tendance générale de la société à voir les choses du haut, et pas donc de libérer d'une certaine mesure les visions plus ouvertes que pourrait développer en général la société, notamment plus immanente, sans doute, si on reprend ces termes-là, et d'autre part, et c'est en lien d'ailleurs, une faculté des acteurs
à avoir du mal à coopérer, enfin une difficulté plutôt, pas une faculté, à coopérer. Donc j'appelle ça, pour illustrer le jeu en chien de faïence. Hein. Je t'aime moi non plus des acteurs par rapport à la réalité. C'est sans doute renforcé par le poids de l'État tel qu'il a été conçu dans un modèle proche de celui qu'évoquera Jean-Éric, qui est celui du modèle latin. Hein. Mais dans ce modèle latin, il y a des spécificités particulières encore à la France, qui reportent en particulier sur ce... Et je développerai, si vous voulez, dans un instant, les propositions à faire pour que ce modèle un peu prégnant, qui pousse, et vous l'avez compris dans mes propos, au déni de réalité pendant un certain temps. Hein. L'automobile est très frappante dans ces cas-là, puisque en 10 ans, sans vraiment que c'est apparu à la conscience collective, on a perdu la moitié de la production industrielle d'automobiles en France, pendant que les Allemands ont augmenté au contraire leur production automobile dans leur propre pays. Sans parler du monde. Non, sans parler du monde. Alors, pour conclure ce premier propos, simplement, c'est donc pas une vision négative de notre avenir, une des capacités de transformation. On a montré des capacités certainement d'innovation. Elles sont freinées, ces capacités d'opportunité, de saisir les opportunités par un modèle que, en quelques mots, j'ai décrit sur 2 aspects, en tout cas particuliers, sur lesquels je reviendrai. IBM a fait des études très larges, parce que comme c'était un groupe mondial, il s'est beaucoup attaché à essayer de clarifier les capacités, les compétences de chaque culture. Et je me rappelle avoir été tout à fait passionné de découvrir à quel point la France, les Français, apparaissaient comme un des peuples les plus créatifs de la planète. Donc, et par ailleurs, on voit effectivement cette difficulté à coopérer, que ce soit des individus entre eux, mais que ce soit aussi le privé et le public, que ce soit les grandes entreprises avec les petites entreprises, que ce soit les syndicats avec les patrons. Enfin, tout tourne à une dimension un peu conflictuelle, etc., qui est très particulière à la France, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Alors, peut-être Jean-Éric, est-ce qu'il y a une fatalité à ça, et quelle pourrait être une sortie par le haut de la France, et quelles sont les qualités qui pourraient être mises en avant en France pour sortir par le haut? Bonne question. Juste pour un peu corriger ce que tu disais tout à l'heure au début en me présentant, ce que vous disiez, qui en fait je suis plus... j'ai passé plus de temps à l'OCDE pour travailler sur les pays développés et en transition que la Banque mondiale. Donc ça complète ma connaissance des pays émergents et pauvres. Là, et j'ai travaillé sur la France, j'ai fait un certain nombre d'études sur la France quand j'étais là-bas. Même, je crois, le premier rapport qui s'appelait Politique d'innovation, éléments pour une politique d'innovation en France. C'était en 1978 pour le ministère de l'Industrie. Ce serait intéressant de le ressortir. Je l'ai ressorti il n'y a pas très longtemps et il reste relativement d'actualité. On pourra le mettre en lien publié avec par la vidéo. NRT à l'époque. Là, l'objectif, c'est comment faire pour sortir par le haut. Alors, les points qui ont été soulignés par Jean-Pierre Aubert sont tout à fait justes. C'est-à-dire qu'on s'inscrit par rapport à la catégorisation que je donnais, c'est un système latin qui s'oppose un peu au profil à la fois rhénan, qui est beaucoup plus coopératif, ou au profil anglo-saxon, qui est plus individualiste, prenant des risques. On est effectivement dans un dispositif dans lequel l'individu est protégé par des structures de toute nature. Alors, c'est l'État, mais c'est aussi les grands corps, c'est aussi les syndicats, c'est aussi les chambres de commerce et d'industrie. Donc il y a tout un ensemble de structures protectrices qui sont utiles parce que ça permet à des individus d'exprimer leur créativité. Et c'est pas pour rien que la France est souvent perçue comme un pays créatif, et l'a montré dans de multiples domaines. Mais au bout du compte, ça ne facilite pas un processus d'adaptation collective quand il y a trop de protections qui ont été instaurées au fil des siècles, au fil des semaines, j'allais dire au fil des siècles, parce que c'est quelque chose qui se renouvelle régulièrement. Quand on regarde l'histoire de France, depuis les Cisterciens, il y a des moments d'éclosion remarquables, et puis ensuite une ossification, et qui peut aller même à des situations catastrophiques, comme celle qu'a connue la France à certaines époques, qui provoquent des retards. Par exemple, les révolutions industrielles se sont installées en France plus tard que dans les autres pays européens. Et là, pareil, l'adaptation à la mondialisation, dans ses formes
très, très, très importante qu'elle a prise depuis 2 ou 3 décennies, se fait avec retard. Précisément parce qu'il y a un excès de protection. Et sur le profil latin, dans lequel l'État est très puissant, ce qui est différent, par exemple, du système italien, où l'État est moins puissant. Alors, dès ce moment-là, on est obligé de casser beaucoup de choses avant qu'on puisse repartir. Parce qu'il faut se remettre en face des réalités avec toutes les duretés que ça représente. Et lorsqu'en plus, il y a eu une inadaptation du système éducatif, qui est resté figé sur des qualifications qui correspondaient à ce dont on avait besoin éventuellement au siècle dernier pour en même temps servir un État puissant, et qui ne correspondent plus à ce dont on a besoin aujourd'hui, alors le décalage est très grand. Alors maintenant, par où passe la résurgence, la reconstruction? On le voit d'abord dans des dispositifs comme les universités, les grandes écoles, qui sont sous la pression mondiale. Et c'est là où on voit renaître quelque chose aujourd'hui, y compris dans des formes de start-up technologiques qui commencent à foisonner, avec des incubateurs, et on le voit indiscutablement. Dans certains territoires où il y a quand même, il est resté un dynamisme avec des qualifications suffisantes, d'où l'importance de la proposition faite par Jean-Pierre Aubert sur ces initiatives territoriales. Et alors, moi, je crois aussi qu'il faut refonder l'économie et l'innovation française sur les bases de l'identité française, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. Liberté, c'est liberté d'entreprendre aujourd'hui. C'est ça, la vraie liberté. Égalité, c'est le positionnement de chaque individu avec ses compétences et qualifications sur un plan égal, et en particulier la culture technique. Il faut réinstaller le statut de l'enseignement professionnel, de l'enseignement technique, qui a été beaucoup dévalorisé dans le passé. Et c'est ça, la vraie égalité aujourd'hui, d'une certaine façon. Et fraternité, c'est précisément s'occuper finalement de chaque individu en lui donnant la possibilité de vivre dans un contexte d'innovation renouvelée, ce qui veut dire aussi, peut-être au bout du compte, installer un revenu minimum garanti pour tous, même s'il est assez faible quelque part, mais en sachant qu'aujourd'hui, on ne peut plus donner de l'emploi à tout le monde. De la même façon, un plein d'emploi. Donc c'est ça, à mon avis, sur ces fondements-là, en s'appuyant sur les résurgences qu'on voit apparaître ici et là, où il faut refonder la République quelque part. Jean-Pierre, que pensez-vous de cette proposition qui, d'ailleurs, dans certains domaines, va tout à fait dans le sens de votre rapport, il me semble? Oui, bien sûr. C'est vrai que nos institutions, nos formes de vie collective nous amènent, malgré un certain génie créatif qui existe dans ce pays et qui a été souvent mis en avant, j'aime bien l'expression de Jean-Éric Aubert, c'est ossifier à un moment donné les choses. Du coup, on est un petit peu organisé par rapport à la dernière guerre et pas à la nouvelle, quoi. C'est la ligne Maginot un peu reconstituée en permanence. Et malheureusement, on constate dans la crise, dans la tension, que la ligne Maginot ne tient pas. Et on ne s'est pas préparé vraiment à la seconde guerre. Même si on en avait les idées. Après la guerre 14-18, le général de Gaulle a montré qu'on pouvait se servir de blindés. Mais voilà, c'est resté. Donc les idées sont bien là. Et c'est ça qui nous fait, quelquefois, rendre difficilement compréhensible par le reste du monde. C'est parce qu'ils voient bien que nos idées existent. Les idées, il y a un laboratoire quelque part, quelqu'un qui a pensé les mêmes choses qui se développent ailleurs. Mais on ne l'a pas mis vraiment en œuvre à cause de cette... Donc c'est pour ça que je dénonce d'une certaine mesure, à cause de ça, je ne mets pas en cause le potentiel créateur du pays, la faculté à développer ce déni de réalité. Qui se développe à cause de ces structures-là. Alors, comment le dépasser, puisque c'est ça? Une première chose qui me paraît extrêmement importante, c'est se libérer d'une vision par le haut des choses. Par le haut et par le global, du niveau macroéconomique, on dira, si on peut employer ce terme-là. Je dis, selon une formule, voir d'en bas, c'est pas voir d'en haut à l'envers. C'est voir autrement, voir autrement. Donc il faut libérer cette faculté de voir autrement les choses. Et d'une certaine mesure, nos élites sont prisonnières, quelles qu'elles soient, et pas seulement l'élite administrative, y compris dans les grands groupes, y compris comme ça, et prisonnières d'une vision par le haut, descendant, et souvent descendant en silo.
On l'a suffisamment dénoncé en France, je ne vais pas développer ce point-là, mais c'est très important. Donc une difficulté à associer de façon transversale les forces. C'est pour ça que je mets en avant, un peu exprès pour tordre le mouvement dans le sens inverse, la faculté des territoires. Parce que dans ces territoires, la proximité me permet de changer la vision des choses, ça permet de voir d'en bas, ce qu'on appelle, ce terme anglo, bottom-up, comme ça, et de libérer la transversalité des choses pour casser le petit modèle que j'évoquais tout à l'heure du jeu en chien de faïence et rendre aux acteurs la faculté d'être plus coopératifs et donc de pouvoir plus facilement passer de l'idée à la transformation réelle, à l'innovation réelle et engagée. Et ce qui permet de prendre un peu de recul par rapport à cette vision de l'innovation qui est quand même chez nous très centrée sur le laboratoire. La grande idée qui vient dans le laboratoire. Il faut qu'on mélange mieux l'innovation un peu de labo, que j'appelle de laboratoire pour aller vite, avec l'innovation qu'on a appelée par ailleurs incrémentale, un truc comme ça, mais qui se marient, qui doivent se marier beaucoup plus étroitement pour tout le temps la projeter dans l'innovation. Et pourquoi ? Et c'est ça le point important, je conclurai ce petit propos là-dessus, c'est parce que c'est une façon de saisir que dans le changement, c'est-à-dire les opportunités qu'il présente. Nous avons beaucoup de mal à faire ça. Et dans les mutations telles que je les ai analysées, telles que je pense que d'autres le font, on est beaucoup plus dans l'émergent. On ne peut pas prévoir complètement l'avenir. Il faut donc saisir les mouvements. Et pour cela, je crois qu'il faut une autre attitude, que j'appelle une attitude anticipatrice, que j'ai développée, donc j'ai développé les qualités, et qu'il faudrait développer, et qui, effectivement, se heurte à quelques obstacles plus culturels qu'économiques et financiers. On voit bien l'importance de l'anticipation pour se préparer et aussi ce plaisir de l'expérimentation. Bon, on en parlait, un réseau social, c'est difficile à expliquer. Tant qu'on n'est pas allé et qu'on a utilisé l'informatique ou un ordinateur, on a du mal à comprendre comment ça fonctionne. C'est très difficile d'expliquer un ordinateur. Je me rappelle, mon fils expliquer à sa grand-mère un jeu électronique, c'était surréaliste parce que effectivement, pour la pauvre grand-mère qui n'avait jamais ouvert un ordinateur, les discours de son petit-fils étaient une sorte de conte de fées assez étrange. Enfin, elle était émerveillée par les mots qu'il employait et sa vivacité à décrire un univers qui lui semblait complètement onirique. Donc, anticiper le futur, expérimenter pour vivre les choses de l'intérieur. Est-ce que Jean-Éric, vous êtes d'accord sur cette orientation ? Oui, tout à fait. Je pense que c'est comme ça qu'effectivement, on peut finalement arriver à s'adapter, et s'adapter plus vite et mieux. Il y a néanmoins une difficulté qui est l'État continue à avoir un rôle à jouer. Dans les propositions très, très pertinentes que fait Jean-Pierre, où il s'agit au fond de catalyser au niveau du territoire un processus de changement par une prise de conscience et d'information entre différents groupes, différents acteurs, les élus, les représentants d'entreprises, les syndicalistes, etc. Donc ce personnel, l'État doit arriver à faciliter, au fond, les échanges et surtout la constitution de projets concrets autour, centrés sur la question des transitions dans l'emploi et des qualifications qui, au bout du compte, c'est ça. C'est une affaire d'hommes, de faire en sorte que les gens s'adaptent, retrouvent des emplois, etc. Et c'est tout à fait important de se focaliser là-dessus. Alors, le problème qui se pose, il est double. Le premier, c'est que les agents de l'État, d'une manière ou d'une autre, qu'il s'agisse du pouvoir central ou des représentants locaux, ou même ne sont pas éduqués dans cette perspective d'être des animateurs. Il continue à y avoir une espèce de vision quelque part de noblesse ou de centralisation, de monarchie qui quelque part se perpétue. Et c'est pas du tout évident que les écoles de la République, y compris l'ENA,
facilite ce changement de mentalité. Et la deuxième difficulté, me semble-t-il, c'est le manque d'information. Et aujourd'hui, on ne dispose pas, malgré tout ce qui existe, des bons capteurs en France pour savoir finalement quel type de qualification on a besoin, quel type d'emplois sont potentiellement menacés, quelles sont les opportunités qui se créent autour de systèmes innovants, dynamiques. Et ce manque d'information, dans le cadre de cette concertation au niveau des territoires qui est absolument essentielle, risque de poser des problèmes. Merci beaucoup à tous les deux. Nous explorerons dans les futures émissions que nous allons faire ces enjeux d'innovation pour la France de plus en plus en détail. Mais merci pour cette émission d'ouverture qui me semble tout à fait intéressante. À très bientôt. Merci. Merci.